un sujet choisir pour agir, un beau sujet de fin de parcours de cette année. Vous avez 4 heures pour plancher. Non, pas vraiment. Vous avez un petit instant, le cours du grand rabbin, et ensuite vos questions qu'il sera très heureux d'entendre. On y va. Non, il te dit qu'après, il y a un apéro pour Oui, nous mais on retrouver. dit Ça qui ça te à fait la signe. fin. Ah On oui, dit ça à préviens-les la tout de suite. fin. Moi, j'ai compris ces signes. Donc, il y a un apéro à la fin, mais vous avez l'habitude. Vous êtes tellement habitué qu'à la limite, n'importe lequel d'entre vous pourrait venir prendre le micro et dire, je vous rappelle qu'il y a un apéro à la fin. C'est à Ok, toi. merci. Merci Jean-François. Je profite là vraiment de remercier les Cuges pour ton accueil et la façon de me laisser libre et de me proposer des thèmes. J'ai peur parce que je dis oui, non. Donc, ils me proposent des thèmes. En fait, ils proposent un projet de communication les thèmes. Ils se débrouillent entre elles et eux. Et moi, je trouve des 2 jours, 3 jours avant des sujets à traiter. Avec là, vous avez, je crois, bien choisi pour ce dernier thème parce que au fond, c'est toute la vie qui est là. Regardez, euh, donc ce sujet, et puisque Christine est là, c'est un sujet de bac. Elle vient de corriger le bac aujourd'hui. Regardez, choisir pour agir. Allez-y, vous avez 3 sujets. Elle m'a donné tous les sujets de l'année là. Choisir pour agir. Je vais essayer de vous montrer comment la notion de choix, elle est consubstantielle à la vie. Que ne pas choisir, c'est pas juste ne pas choisir, c'est ne pas vivre. Je vais essayer de vous montrer pourquoi. Vous avez là des versets qui ont été choisis, une partie par moi, une partie par les cuges. Je vais en rajouter un d'ailleurs, mais je vous en parlerai tout à l'heure. Pour montrer comment le choix se fait et il n'y a pas de choix médian. Regardez, premier verset qui n'est pas ici, qui est très important, Deutéronome. Voici, je place devant toi la vie et la mort, ou Bacharta Bachaim, et toi, tu choisiras la vie. Tu vas remarquer, tu aimeras la vie, tu prendras la vie, tu vivras la vie. On aurait pu dire 200 formules. Bacharta. Tu feras le choix de la vie. Quand on fait le choix de la vie, il n'y a pas de possibilité de faire aussi le choix de la mort. C'est-à-dire, c'est un choix. Quand on dit la mort, ah, la mort, personne ne choisit beaucoup la mort. Enfin, il y en a quand même, malheureusement. Mais ce sont des choix mortifères. Mais c'est le mot qui est important. C'est le choix. Choix, c'est la vie. Et donc, choisir pour agir, j'ai le sentiment que l'action, c'est la vie. Et aujourd'hui, par exemple, dans la situation qu'elle a en France, c'est pour ça que je trouvais très bien ce thème, choisir, c'est voter. Voilà, c'est pas compliqué. Fin du cours, on peut aller à l'apéro. Voilà, c'est pas compliqué. Choisir, c'est voter. C'est un droit. On parle toujours du droit de vote. Mais c'est un devoir. Et je m'étonne d'ailleurs qu'on parle de droit de vote et pas de devoir de vote. Alors vous allez me dire, il y a des pays où le vote est obligatoire, comme la Belgique, et pourtant ça vote pas plus que chez nous. Oui, mais enfin, quand on parle de devoir conjugal, il y a un peu plus d'action quand même. Donc on voit bien que le devoir implique un engagement. Donc choisir, je vous l'ai dit, c'est voter, c'est un droit, c'est aussi un devoir. C'est faire vivre ce que Renan appelait le sentiment d'appartenance. Je suis au même niveau que tout le monde, un homme, une femme, une voix. Au même niveau que tout le monde, et je m'engage dans cette société en apportant ma contribution, c'est-à-dire mon engagement. Et je choisis. C'est aussi faire entendre sa voix, le vote, le choix, c'est faire entendre sa voix pour réparer, influencer l'avenir. Alors, qu'est-ce que c'est s'abstenir? On pourrait dire s'abstenir, des fois, ça sert à rien. Non, 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 non. S'abstenir, c'est renoncer à choisir. Et on sait bien qu'il y a ce qu'on appelle, c'est un syndrome que j'ai trouvé extraordinaire, s'appelle le syndrome de Buridan. Je vais vous décrire, que j'ai vu souvent à l'œuvre chez des personnes qui ne savent pas se décider. Alors, le syndrome de Buridan, c'est Buridan avait un âne, quoi, qui a très faim, et il voit un tas de blé. Alors, il va vers le tas de blé pour manger le blé.
Mais de l'autre côté, il voit un tas d'avoine formidable qui a l'air bien craquant. Alors, il est à l'avoine, il va à l'avoine. Mais il se dit, mais le blé, il avait l'air quand même tendre. Il retourne au blé. Il dit, mais l'avoine, il avait l'air aéré et doux. Il se dit, mais le blé, quand même, quand on le mange, c'est bon, ça a un très bon goût. Il dit, mais l'avoine, après je bois, c'est plus agréable. Machin. En fait, il est mort de faim entre les deux tas. Et ça peut vous faire rire, mais je connais des gens, là je suis malheureusement gravement sérieux, garçons et des filles, qui, qui font la même chose dans leur vie. Celui-là, je connais une fille qui m'a dit un jour, celui-là il est bien, mais des gros sourcils. Oui, oui, c'est vrai. L'autre, il avait trop de cheveux, pas assez de cheveux. L'autre, il était trop ci, trop ça. Et des garçons qui vous disent, celle-là, elle est trop ci, trop ça, ça allait le passer là, pas ça. Celle-là, elle est bien, mais elle fait pas les boulettes comme ma mère. Celle-là, enfin, je veux dire, des trucs. Et en fait, il meurt de faim par impossibilité de choisir. Quand je vous dis le choix, c'est la vie, c'est que le choix, choisir, c'est exister. Choisir, c'est agir, mais agir, c'est exister. Donc, s'abstenir, c'est pas simplement renoncer à choisir, c'est refuser le débat démocratique, c'est sortir du jeu social, qui consiste à dire, moi, de quelque chose. Mais faites l'expérience de manière plus simple. Tu veux boire quoi? Enfin, Coca zéro, il est bien, il est frais, mais un chocolat chaud, c'est bien aussi. Il y a du thé, peut-être, oui, mais tiens, quel thé, tiens? Tu as du rooibos? On a le rooibos. Un thé rouge, sans théine, mais tu veux du thé sans théine, alors tu veux quoi? Tu prends. Non, je sais pas, j'hésite. Tu sais quoi, je prends rien. Voilà. Ça finit souvent comme ça. Je vous assure qu'il y a une pathologie en réalité. Et je pense que certains citoyens ont cette pathologie de l'impossibilité de choisir. Je reconnais que parfois l'offre est tellement insupportable qu'on ne sait pas quoi choisir. Mais être citoyen, c'est un moment se forcer. Et regardez le premier verset qu'on nous a proposé. Enfin, que j'ai suggéré de vous proposer, Genèse 23, 9. Abraham vient de perdre Sarah. Il vient de perdre Sarah et il veut trouver un endroit pour l'enterrer. Il veut impérativement cet endroit à Marpella parce que par tradition orale, il sait que c'est là-bas que sont enterrés Adam et Ève. Regardez le verset étonnant. Veitenli, et que ce Ephron me donne la grotte de Marpella à Cherlo qui lui appartient. Ok. La chère Bictesadeu, qui est au bout de son champ. Entendu, en fait, on pourrait faire un non-choix qui consisterait à ce qu'il garde le champ. Comme c'est au bout de son champ, ça ne le gêne pas, je prends la grotte et je l'utilise. Pas grave. C'est un non-choix. Parce que là, en fait, le choix, c'est quoi? Le terrain est à lui, le terrain est à moi. Voilà un choix clair et net. Okay, et là, il dit, oui, on sent bien que les autres lui proposent, mais écoute, c'est au bout du champ, ça ne gêne pas. Prends la grotte, fais ce que tu veux, et puis voilà. Non. Mais Kesef Malé, Itenenali, je veux qu'aux yeux de tous, en le payant pleinement, totalement, il me le donne et que ce soit su et vu de tous. Je veux un choix. Ce terrain doit m'appartenir. Ça ne peut pas être. Je l'utilise, mais en même temps, il est à toi. Il y a des gens qui aiment vivre dans cette sorte d'ambiguïté permanente dans la vie. C'est là, mais c'est pas là. C'est à moi, mais c'est pas à moi. D'ailleurs, pardon, je dévie probablement que j'ai prévu, parce que ce n'est pas dans mes notes. Mais en parlant là, je pense à ça. Pourquoi on est obsédé par sa vie? Parce que je suis en train d'acheter une voiture pour mon fils, il faut que je vois, machin. Ça me dit, on a trop de frais, tu devrais faire LOA, LD, LD, machin, je sais pas, truc. Bon, on voit les pubs, là, 139 euros par mois. Bien, 139 euros par mois. Oui, mais en tout petit, il y a marqué premier loyer de 5000 euros. Ça calme déjà. Et après, c'est à qui la voiture? Donc en fait, c'est à toi, mais c'est pas à toi. Je veux savoir, savoir. À qui est la voiture? À moi ou pas à moi? Je veux bien, je comprends le principe de la location. Je comprends le principe de l'achat. Location, c'est un truc. Achat, à un moment, je prends la voiture, elle est à moi. Mais si, par exemple, quelqu'un ici a une voiture et me dit, j'ai une voiture, prenez-la.
Et tu remarques que c'est pratique pour les PV et pour les flashs. Mais disons, parce que je vois ce que ça me fait avec. Enfin, bref. Mais oui, parce que les voitures, elles sont en mon nom, mais c'est eux qui roulent. C'est moi qui perds les points. Un truc quand même fou, ça. Voilà, c'est à moi, mais c'est pas à moi. Le choix, c'est un moment. Et d'ailleurs, toute la vie, quand je dis ça, regardez ce verset-là, il parle de la mort. Où est enterrée Sarah? Sarah, l'historicité d'Abraham, notre histoire à nous, elle est où? Est-ce qu'elle est une histoire perdue comme un peu partout dans le monde? Ou est-ce que c'est notre histoire dans un terrain qu'on achète dans une histoire qui est bien la nôtre? Si je vous parle des voitures qu'on a en leasing, qui sont à nous, pas à nous, au fond, il y a du flou maintenant. Que ce flou, donc, rentre dans la société où s'abstenir, c'est pas être moins bon citoyen, parce que si demain matin, moi, moi, je serais le gouvernement, je dirais, c'est pas compliqué, ok, vous avez le droit de vous abstenir. Quiconque s'abstient, je sais pas moi, 2 votes de suite, pas tamponné sur la carte d'électeur, ne peut pas postuler à la fonction publique. C'est pas quelqu'un qui a le service public en chevillé au corps. Voilà, c'est pas compliqué. Tu as le droit de pas voter. Hein. Après, il va pas nous dire, moi, j'aime tellement la société et l'État que je veux servir. Ah, c'est pas vrai. Mais bon, on va pas dire ça parce il faut aussi du cran pour tenir ça. Pas le dire, ça c'est pas dur, mais pour le tenir. Donc première chose, ce verset, moi je trouve très fort. On ne peut pas avoir à moitié. Je peux pas. C'est vrai qu'il est au bout du champ et finalement ça pourrait rester comme ça. Il nous laisse, on enterre Sarah. Et non, mais tu peux pas choisir de ne pas choisir. Et d'ailleurs, vous remarquez dans les bénédictions de la choupa, mariage, que le mariage, pardon, c'est le choix le plus absolu qui soit. On peut pas dire, moi je suis un garçon, on peut pas dire à une fille, et une fille peut pas dire à un garçon, je veux t'épouser, et l'autre, tu comprends, il est pas mal aussi. Donc, et qu'est-ce qu'on dit dans les bénédictions? On dit comme comme tu nous as réjouis à la création au Gan Eden, au paradis. Quel rapport avec le mariage? C'est sûrement pas le paradis. Enfin, je veux dire, c'est au début. Je ne le pas encore, mais pas plus loin. Pourquoi on dit ça? Parce que Adam, il y avait Adam et il y avait Ève. Donc, Adam était fait pour Ève et Ève était faite pour Adam. Donc, le choix était à 100%, c'était sûr. Pour que les mariages soient certainement comme Adam et Ève, avec la même certitude. Et donc, on ne peut pas faire un choix qui ne serait pas un choix. Je veux épouser cette fille, mais voilà, ça n'existe pas. Le garçon et d'autres. C'est un choix et c'est tout. Donc, s'abstenir, c'est refuser de vivre. Regardez ce verset de Michée, le verset suivant, qui est assez étonnant. Titen émet les Yaakov, donnera la vérité à Jacob, la bonté à Avram, Hachan du Batal de Mekdem, que tu avais assuré à nos pères il y a longtemps. Après tout, pourquoi ne pas donner la vérité et la miséricorde, la bonté à Jacob, les deux, et les deux à Avram? En fait, chacun choisit une valeur cardinale, très importante pour lui. Même ce choix, on pourrait dire, mais après tout, on peut faire les deux. Il ne peut y avoir les deux que quand ils sont ensemble, c'est tout. Si je vous demande quelle est la valeur essentielle, vous ne pouvez pas me dire la liberté, la fraternité et l'égalité. Non, mais je vous demande une valeur. Pas pour. Et, mais souvent, c'est question de choix. On n'ose pas faire un choix, on fait un choix multiple. Moi, je vois très bien de restaurant. Mais ça, on fait tous comme ça. Ça nous énerve de faire des choix. Parce qu'en fait, en réalité, quand on fait un choix, on élimine. Si je vous dis, voilà, vous avez votre plat, je parle une entrecôte, et vous avez quoi comme accompagnement? Je sais ce que je vais répondre. Mettre un peu d'endive et un peu de fenouil. Voilà, les deux en même temps. Ah non, normalement, le choix, c'est endive ou fenouil, ou purée, ou ce que vous voulez, je ne sais pas ce que vous aimez. Mais notre tentation, c'est de vouloir les deux en même temps. Parce que c'est comme si on s'amputait de quelque chose. Mais c'est ça, choisir. Alors, arrivent les deux versets suivants qu'on a préparés et vous comprenez évidemment pourquoi on les a choisis. Je rajoute à cela un autre verset qui est dans le chapitre 13 de la Genèse, verset 9.
Je vais commencer par celui-là, celui qui n'est pas sur la feuille. Chapitre 13, verset 9. Ouf, ça chauffe entre Avram et Lot, mon neveu, mais pas tellement entre les deux, entre les bergers de l'un et les bergers de l'autre. Ça chauffe vraiment. Pourquoi ça chauffe? Pas compliqué. Les bergers de Lot, ils laissent leurs troupeaux aller euh, dans tous les pâturages, partout, brouter l'herbe des champs d'Avram. Alors les bergers d'Avram disent aux bergers de Lot, bon, enfin, ça va pas ou quoi? Ah bon, vous avez vos champs, pourquoi vous venez dans les champs d'Avram, notre maître? Les bergers de Lot, ils répondent quoi? Vous êtes marrants. Avram, il a des enfants? Non. Donc, qui va hériter d'Avram? Mon neveu, Lot. Ben, on fait juste anticiper l'héritage. Voilà, en gros, pas compliqué. Comme on dit chez nous, mieux vaut la main chaude que la main froide. Enfin, ce genre d'idiotie, on entend toujours. En général, c'est les grands-mères qui balancent. Bon. Donc, en fait, ils disent, on vole même pas. Il ne fait que prendre les biens dont il va hériter d'Avram. Mais Avram, ça l'énerve. Pas qu'il dise ça, d'ailleurs. Ça l'énerve les bagarres entre les gens. Et Avram fait quelque chose d'extraordinaire. Verset 9 du chapitre 13, la Genèse. Chope Lot, il lui dit, Imaasemol vehemina, vehimayemin veasmeila. Lot, va se bagarrer, toi et moi. On est des frères. Regarde, si tu vas à gauche, j'irai à droite. Et si tu vas à droite, j'irai à gauche. Donc, il y a de la place. La terre est large. C'est là que Lot voit Sodome et Gomorre avec des pâturages merveilleux et extraordinaires. Il dit, je vais là-bas. Très bien, moi je vais là-bas. Regardez cette phrase. Tu vas à gauche, j'irai à droite. Tu vas à droite, j'irai à gauche. De là, je déduis qu'il y a une différence entre la droite et la gauche. Et c'est là qu'arrivent les deux derniers versets. Regardez. Cantique des cantiques, très connu. Semolo tachat leroshi vimino techabekeni. Ton bras gauche, son bras gauche, soutient ma tête, sous ma tête. Et de sa droite, il m'embrasse, m'enlace. Donc la gauche a une fonction et la droite a une fonction. Dernier verset de Jonas, qui est vraiment le dernier verset de Jonas. Dernier verset, dernier chapitre de Jonas. Donc Jonas, vous voyez l'histoire. Le pitch rapide de Jonas pour ceux qui ont oublié le texte. Donc Jonas est envoyé en mission à Ninive, il n'a pas envie d'y aller. Il se sauve sur un bateau, une tempête terrible. Les marins, à sa demande, le jettent dans l'eau, un poisson l'avale. Il dit, OK, je vais y aller. Il va à Ninive. Il leur dit, repentez-vous, enfin, vous allez crever. En 40 jours, Dieu va détruire Ninive. Ils se repentent. Et ils changent de vie complètement. Quand ils changent de vie, bah, Dieu dit, c'est bon, ils sont repentis, je ne les détruis pas. Et Jonas dit, ouais, je t'avais dit, c'est inadmissible. C'était pour. Je préfère mourir, Tov, mitati, mechaya. Je préfère mourir que de subir ça, que vivre ça. Ça, il s'en va, crève de chaud, et Dieu fait pousser un arbre. Formidable, il y a de l'ombre. Il se met à l'ombre de l'arbre, dehors, c'est une merveille. Le lendemain, il y a un ver qui vient, qui détruit l'arbre, et l'arbre s'étiole. Et Jonas a du soleil sur la tête. Et il dit, ouais, l'arbre a disparu, je préférais mourir que vivre ça une deuxième fois. Là, Dieu lui dit, quoi? Tu t'énerves pour un arbre qu'hier tu ne connaissais pas, pour lequel tu n'as rien fait, et qui disparaît aujourd'hui. Et moi, Véani, et moi, tu voudrais pas que j'épargne Ninive, cette grande ville dans laquelle il y a plus de 12 000 myriades d'êtres humains, Asher Loyada Benyamin Olismolo, qui ne font pas le choix entre leur droite et leur gauche. Ils sont incapables de reconnaître leur droite de leur gauche, qu'ils ne connaissent pas. Asher Loyada, qui ne connaissent pas entre leur droite et leur gauche, et ces animaux innombrables.
Donc, on a là 3 versets que je vous ai cités, les 2 que vous avez, les 2 derniers, plus celui dont je vous parlais entre Lot et Abraham. Abraham lui dit, si tu vas à gauche, j'irai à droite, si tu vas à droite, j'irai à droite. Où on voit qu'il y a manifestement une distinction entre la droite et la gauche. Dans le judaïsme, qu'est-ce que c'est dans la vie courante, la droite, c'est toujours censé incarner la fermeté. La gauche, c'est, disons, la miséricorde, la bonté. Dans le judaïsme, c'est exactement l'inverse. La gauche, vous voyez le verset du Cantique des Cantiques, la gauche est sous ta tête, Bimino Techabekini, et de la main droite, m'enlace la bonté, la miséricorde est plutôt du côté de la droite. Voilà pourquoi mon maître, le grand Mashushna, priait toujours avec la main gauche dans la main droite, comme ça. En compte, je le fais des fois. C'est-à-dire que, en gros, il faut clairement savoir ce qui est de la droite et ce qui est la gauche pour pouvoir avoir une action qui soit à la fois bonté et à la fois fermeté. Quelqu'un a une idée de ce principe incarné dans 2 personnes? C'est simple. Les 2 dirigeants du peuple d'Israël, Aaron et Moïse. Moïse, c'est la fermeté. Moïse, c'est le dirigeant qui trace le cap, l'horizon, qui engueule le peuple, hein, mais qui l'emmène loin. Comme le dit l'Exode dans le chapitre 14, verset 15. Matitz Akelai, Dieu dit à Moïse, qu'est-ce que tu viens crier auprès de moi? La berle ben Israël, Veïsaou, parle-leur et qu'ils bougent. Au lieu de pleurer et de prier chez moi, parle-leur, vas-y, fais ton job. Et Aaron, lui, c'est pas compliqué. C'est un gentil. Oev Shalom, Rodev Shalom et Karav Teberiot. Il aime la paix. Il court après la paix. Et il rapproche les gens entre eux. Donc vous avez un binôme, Moïse et Aaron. L'un est très ferme, lance le cap. Et l'autre arrondit les angles, explique les choses. Comme des fois dans les couples de parents. Ça peut être le père ou la mère, d'ailleurs. C'est pas inscrit que c'est le père, la fermeté, la mère. En fait, il y en a toujours un qui est plus ferme et l'autre qui dit, allez, bon, les rôles peuvent s'inverser, d'ailleurs, un jour à l'autre. C'est l'heure, c'est la fin, c'est l'apéro. Faut me dire. Moi, c'est ça qui m'intéresse, l'apéro. Regardez bien comment c'est incroyable. Je vous ai dit, Moïse, la fermeté, ils ont diré la gauche, la fermeté. Aaron, la miséricorde, la bonté. Quand ils sont ensemble, c'est formidable. Ça marche bien. Le peuple est vraiment dirigé par les 2 ensemble. Quand l'un fonctionne sans l'autre, par exemple, quand Moïse est sur le mont Sinaï, donc il y a Aaron tout seul, que fait le peuple? Ouais, il dit à Aaron, et Aaron, on a peur, Moïse n'est pas là, où il est passé, on est seul, on est abandonné, et c'est pas possible, et pourquoi on va mourir, machin, on veut, fais-nous, Elé, Elohecha Israël, fais-nous un truc qui, voilà, un truc. Et il leur dit, d'accord, un petit veau d'or, un petit machin, et il leur fait un veau d'or. Pourquoi? Parce qu'il cède. Parce qu'il cède. Parce qu'il n'y a pas la fermeté de Moïse pour dire stop, ça va pas ou quoi. Ok. Quand Moïse est seul, pourquoi? Parce qu'Aaron est mort. Moïse se trouve seul. Qu'est-ce qu'il a? Des manifs, des gilets jaunes et des ronds-points occupés dans le désert. Franchement, Zacharnu et Adaga, Chernochal Bemisraim Chinam. Oui, oui, oui. Nous saoule avec ce pain là qui tombe du ciel. Oui, d'accord, il a le goût qu'on veut. Mais on veut pas ça, on veut de la viande. Miachilenu Bassar, on veut de la viande. Qui va nous faire manger de la viande? On se souvient des poissons et des concombres qu'on mangeait gratuitement en Égypte. Oui, gratuitement, juste un peu esclave. Mais bon, c'est pas grave, on oublie évidemment. Comme je vois des gens se rappeler, oui, avant c'était bien, c'est pas bien, c'est pas vrai. Mais on va faire toujours embellir. Et donc, ils ont des manifs en permanence contre Moïse. Et ils en ont marre même. Il a Dieu, je peux plus. Comment tu veux que je fasse avec ce peuple? Alors, Dieu lui dit, on va amener la viande. Mais il dit, même toi, tu pourras pas. Moi, Ayad Hashem Tiktsar, tu voudrais minorer la main de Dieu? Alors, ce que je vais leur faire, et à toi aussi d'ailleurs. Et il lui envoie un nuage de caille
Et ils ont de la viande autant qu'ils veulent. Bassin, Rodenu, Benchinem, la viande est encore dans leurs dents, et bim, ça frappe et c'est terrible. Donc, il n'y a pas les deux. Et je me dis que dans la société aujourd'hui, on devrait comprendre ça. Il faut les deux pôles. Mais à un moment, on doit faire un choix. Ce n'est pas l'un contre l'autre ou l'un sans l'autre. C'est l'un pour prendre le lead. Peu importe si c'est le lead là ou le lead là, c'est l'un pour prendre le lead. Ce que je voulu montrer avec ces versets, ce n'est pas simplement que la Torah a déjà beaucoup réfléchi sur la droite et la gauche. D'ailleurs, si vous voulez voir vraiment mes développements là-dessus, c'est à partir de la page 55 de mon dernier livre, qui s'appelle Le droit de faire la pub. Oui, bien sûr. Comme Espérance est violente chez Flammarion, à partir de la page 55, je vous assure, c'est vrai. Je me rappelle bien, je ne l'ai pas fait que pour les Tunisiens, mais c'est vraiment ça. Euh, et, et je me dis que si la Torah nous parle de ça, de la gauche et de la droite, c'est qu'il y a une réalité presque anthropologique des deux positions et qu'il faut l'un et l'autre, mais pas dans une sorte de micmac ou en même temps, pas comme ça, mais avec à un moment une responsabilité pour l'un ou pour l'autre. On appelle ça en France l'alternance. C'est formidable. Maintenant, la question d'aujourd'hui, elle n'est plus là. Elle n'est pas la droite ou la gauche. La question, elle est l'extrême droite ou l'extrême gauche. Voilà le problème qui est le nôtre aujourd'hui. Et je vais essayer de vous dire quelques mots là-dessus. Quel est le but de ce que j'ai appelé faire un choix de vie? Faire un choix. Engager, faire un choix. Le but, c'est s'inscrire dans l'action. Et s'inscrire dans l'action, c'est l'opposé, l'inverse d'être une forme de vache qui voit passer les trains. Vous voyez les vaches? Comme avant, elles voient passer les trains. Vous avez le choix. Être dans le train et de choisir de monter dans le train. Peu importe la direction qu'il prend d'ailleurs. Parce que jamais je donnerai de consigne de vote. Mais, ou alors, d'être la vache qui regarde passer les trains. C'est-à-dire être tributaire des choix d'autres. Si je vous dis ça, c'est pas parce que engueuler quelqu'un ou quoi. Rabbin, je sais que les rabbins passent leur temps à engueuler les gens qui viennent pas dans les synagogues. Et ils engueulent qui? Ceux qui sont venus à la synagogue. Donc, je dis pas que donc c'est un peu, ça tombe toujours à plat. C'est les gens qui viennent pas à la synagogue. Oui, monsieur le rabbin, mais nous on est là, donc il faut pas nous engueuler. Je comprends ça. Donc vous allez me dire, mais moi j'ai voté, tout le monde va dire j'ai voté. Peut-être. Mais en France, on a plus près de 50% d'abstention, ça pose question. Ça pose question sur le niveau de besoin d'engagement dans la société, sur le niveau de désintérêt par rapport à la chose publique et le niveau d'abandon de ses choix dans les mains d'autres. Et d'autres, c'est qui? C'est les plus motivés. Donc, c'est pour moi l'inverse de l'action. L'action, c'est le vote citoyen. C'est être un spectateur qui regarde passer les trains. Choisir, en revanche, mécaniquement s'engager, voter, c'est faire refluer les extrêmes, à droite et à gauche, à l'extrême droite et l'extrême gauche. C'est, en fait, peu importe ce qui va sortir des urnes, imaginons demain matin, enfin, le 30 juin, imaginons 85% de participation. Franchement, bah, déjà, ce serait une immense victoire. Après, il sort ce qui sort. On verra bien, Dieu y pourvoira. Mais une grande participation, c'est une façon de dire, mais voilà, tout le monde s'est senti concerné. On n'a pas déjà abdiqué. Où on a vu dans la vie qu'on abdique. Écoutez bien ce que dit le Talmud dans le traité Shabbat, et ce doit être page 7a. Le roi, très malade, le prophète Isaïe vient le voir et lui dit, prépare-toi, tu vas mourir. Le roi lui dit, écoute, j'ai appris de la maison de mon grand-père c'était le roi David, j'ai appris de la maison de mon grand-père que jusqu'au moment où le glaive est sur ta poitrine, tu peux encore implorer. Laisse-moi prier. Et la Gemara, le Talmud dit, le roi se tourne vers le mur pour trouver la sérénité pour prier du fond de son cœur et il va vivre encore de longues années. Alors on pourrait dire, bon, on est un quart d'heure avant la destruction du monde, on peut dire encore,
on peut prier. Dans le judaïsme, la prière est performative, c'est donc une action. On peut agir. Et je vous assure que si le 30, peu importe les résultats, 80, 85%, c'est-à-dire plus de 30 points de plus que ce qu'on a là en général, truc hors norme. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'on aurait réenchanté la possibilité de dire, moi, je ne veux pas être passif, je veux être acteur. Et d'ailleurs, le nombre incroyable de procurations qui sont en train d'être faites démontre que ce sera ça. Ça ressemblera à ça, en tout cas. Donc, quand je dis ça fait refluer mécaniquement les extrêmes, c'est-à-dire, mais peut-être qu'ils vont voter, ils vont voter pour les extrêmes. Je ne suis pas un politologue. Si à l'ECUJ, il y a des grands spécialistes bien plus doués et au courant de tout ce qui se trame et se fait que moi. Mais laissez-moi vous donner quelques chiffres. Vraiment. Le premier. Combien avait de votants pour le Front National en 2017, au deuxième tour? 7 millions et demi. Combien avait de votants pour le Front National, deuxième tour en 2022? 7 millions et demi. Combien avait de votants pour la liste Bardella, Front National, là, aux européennes? 7 millions et demi. Alors après, les pourcentages qui paraissent augmenter à cause du reflux de la participation, puisque mécaniquement, les gens les plus motivés sont ceux qui vont voter. Donc, si d'autres viennent voter, encore une fois, mécaniquement, ça fait baisser les tordus de droite et les tordus de gauche. Voilà, encore je suis poli. Et je vais pas être. Voilà. Je le dis très froidement. Pourquoi? Parce que il manque quelque chose aujourd'hui dans ce choix. Et je vais vous dire, mes chers amis, mais je vous le dis, peut-être que c'est le dernier cours, je me lâche un peu, mais peu importe. Euh, ce qui manque, c'est une chose simple. Beaucoup de gens, par le passé, dans ma prime jeunesse, j'ai travaillé à la Sofres. On étudiait les motivations de vote. C'est passionnant. J'ai toujours adoré ça. Et sur les votes, et sur les produits. J'ai travaillé pour une dizaine de produits. Comprendre la motivation d'achat, de choix des personnes. Formidable. La motivation actuelle des votes, enfin pardon, des intentions de vote, ils ne sont pas encore cristallisés. Il y a 25% des gens qui ne savent pas encore pour qui ils vont voter. Mais disons, les motivations, c'est jamais pour l'extrême droite, pour l'extrême gauche, pour la droite, pour la gauche, pour le centre, pour le X, pour le Y. C'est je vote ça contre ça. Je vote celui-là contre celui-là. Je vote ça ou ça contre celui-là. Personne n'a un vote d'adhésion. Leur programme, il me plaît. Je sais pas. Certains, c'est encore pire, me disent moi, je vais voter ça. Je dis, mais dans leur programme pourri, là, ils disent qu'ils vont, par exemple, interdire l'abattage rituel et l'importation de viande abattue rituellement. Ouais, mais ils le feront pas. Ah oui, donc tu choisis quelqu'un qui met dans son programme un truc qui va te plomber, te plomberer, conditionnel. Mais tu dis, ils vont pas le faire. Okay. Alors, ils disent aussi qu'ils vont interdire les signes religieux dans l'espace public, dans la rue. Ouais, ils vont pas le faire. Ah bon, bah alors, donc, en fait, rien ne te plaît dans le programme, si ce n'est de dire que ça empêche d'arriver au pouvoir les autres. Alors, voyons les autres. Les autres, ils disent des horreurs. On va demain faire ci, demain faire ça. Économique, c'est une catastrophe. Tout est une catastrophe. On va défaire tout ce qui est la société, l'Europe, enfin tout. Faire. Oui, mais c'est pas grave, il faut faire barrage aux autres. Donc en fait, tu votes ça, pas pour eux, mais contre eux. Oui. Et celui-là, pourquoi tu votes pas pour ça? Ah, lui, jamais. Alors quoi? Ben, je vais voter là ou là pour embêter celui-là. Et celui-là, ouais, mais non, je votais ça avant, mais je veux pas parce que machin, il a dit ça, il a fait ça. Oui, mais il a fait ça aussi. Bref, il n'y a pas ce que j'appellerais un vote d'adhésion. C'était gênant de ne pas voter pour un choix. Je choisis ça. Je veux le chocolat, enfin, je veux les endives ou les fenouilles. Et là, c'est pas, je prends et les endives et les fenouilles, c'est, je déteste tellement les fenouilles que je vais prendre les endives. Mais est-ce que tu aimes les endives? Ah, j'aime pas les endives, mais je déteste les fenouilles.
Eh ben, tu sais quoi? Trouve un truc que tu aimes. Demande la purée. Je sais pas, moi. Fais quelque chose que tu aimes. On peut demander. Mais c'est pas la carte. D'accord? C'est pas la carte maintenant. Mais si on regroupe tous les amateurs de purée, eh ben, on pourra peut-être demander au restaurant de mettre à la carte aussi de la purée. Parce que, avec la purée. Bref. Donc, je dis que choisir pour agir, c'est vraiment l'expression d'un engagement. Et qu'est-ce que c'est agir, par exemple? C'est, par exemple, aujourd'hui, vraiment faire de la lutte contre l'antisémitisme une vraie grande cause nationale, avec les moyens afférents aux grandes causes nationales. Le, le dernier acte, le viol caractérisé, scandaleux, horriblissime, cette jeune fille, non, c'est horriblissime. Je vais vous dire, hein, ça arrive tous les jours dans les banlieues, dans des endroits, et peut-être que ça passe sous les radars, sous nos radars. C'est scandaleux. Le simple fait que ça puisse exister en France, cet dévoiement, cette hypersexualité qui écrase, qui domine, qui chosifie l'autre, le corps de l'autre, une aberration. Si en plus les motivations sont antisémites, c'est pire que tout. Qu'en fait, c'est quoi? C'est la répétition, l'image de ce qu'a fait le Hamas. Et donc, celles, toutes celles au singulier, et ceux qui ont appelé à reprendre et la défense du Hamas et les engagements du Hamas et les combats du Hamas ont une responsabilité immensissime. Ils ont armé le pistolet qui a, qui a déchiré cette jeune fille. Ils ont une responsabilité scandaleuse. Et de ne pas faire le choix de dire c'est eux, Aman, Ara, Azé, c'est coupable. Donc, je pense qu'on doit agir aujourd'hui, c'est lancer cette grande cause nationale. Et moi, j'étais très touché que en Conseil des ministres ce matin, le président a proposé qu'il y ait un temps pour tous les établissements scolaires. Ah, Christine, enfin, c'est un truc qui a été dit ce matin au Conseil des ministres, qu'on ne peut pas faire comme si c'était une affaire de plus. C'est quelque chose qui dit beaucoup de la violence dans cette jeunesse et dans l'inconscience de ce qu'ils font. En fait, c'est agir, c'est aussi produire une société plus solidaire, c'est construire une France apaisée, c'est réinvestir le principe sacré de la laïcité, c'est-à-dire on ne peut pas discutailler sur des principes aussi clairs et aussi simples en fait, que la laïcité. Voilà pourquoi la notion de droite et gauche est importante. C'est que il y a des choix à faire. Et si on ne fait pas les choix, eh ben, c'est d'autres circonstances, des aléas, des accidents, en termes philosophiques du terme, des accidents qui vont produire ces choix. Parce qu'à la fin, on doit choisir. Et si c'est pas nous, c'est d'autres. Et le grand poète, prix Nobel de littérature, Bob Dylan, a dit dans l'album Children Coming, You have to serve somebody. De toute manière, tu dois servir quelqu'un. Maybe the devil, maybe the Lord. Ce peut être le diable, ce peut être Dieu. But you have to serve somebody. Tu montes et tu descends. Un moment, tu dois te positionner quelque part où tu es. Donc, moi, je pense qu'il y a des choix impossibles pour quiconque. Je ne dis pas pour nous parce que nous sommes juifs. Il y a des choix impossibles pour quiconque aime ce qu'est la France, ce qu'elle représente dans le temps long de son histoire. Dans les choix possibles, bah, il suffit de choisir. Et à ce moment-là, si tout le monde se met à choisir les choix possibles, par nature, ça fait baisser les choix qui ne sont pas des choix d'adhésion, mais qui sont des choix parfois de désespérance, parfois de colère, parfois juste comme Samson qui brise
les colonnes en se disant Tamut nafshim pelishtim. Cette phrase de Samson, de mon point de vue, elle anime trop de gens qui votent à l'extrême droite et à l'extrême gauche. Tamut nafshi impelishtim. Que meurt mon âme avec les Philistins. J'éclate tout, je détruis tout, je vais crever, mais au moins tout le monde va crever. Et je sais qu'il y a des gens qui font ces choix extrêmes uniquement pour faire exploser la machine, en se disant, qu'est-ce qui va en sortir? Pourquoi prendre ce risque? C'est barge. Donc, on vote comme on veut. Je vous dis, je ne donnerai pas de consigne de vote. Il y a assez de gens qui ont démontré leur fidélité aux valeurs que porte la France pour aller choisir des extrêmes qui défont cette société. Peut-être que c'est ça, la notion de choisir pour agir. Choisir, pas pour agir, mais choisir, c'est agir. Et qu'est-ce qu'agir? C'est faire des choix qui n'enferment pas dans un impossible, c'est faire des choix qui ouvrent une espérance, qui ouvrent un possible. Voilà en gros ce que je peux dire et que je peux espérer maintenant dans ce temps vraiment particulier, où moi je n'accepte pas ni les histoires qu'on me raconte déjà faites, ça va se passer comme ça, ou bien. En tout cas, on combat. Et je vais vous donner la grande, en conclusion, la grande philosophie de mon gendre. En philosophe comme gendre, il a un scooter, mon machin, il va à un rendez-vous quelque part, ça arrive, je sais pas où. Ouais, ce machin, ça arrive, je sais pas. Les gars qui sont là, allez bien ton scooter, donne-moi les clés. Il leur dit, ah, tu vas me le prendre le scooter, ouais, ça c'est sûr. Plein, tu vas me prendre le scooter. Et s'il te plaît, ne me le prends pas comme ça. Et on se bagarre un peu, je te donne quelques coups, tu me donnes des coups. Et au moins, j'aurai le sentiment de m'être battu et j'aurais peut-être plus mon scooter, mais au moins je me serais battu. Pas que je te donne comme ça, tiens, prends mon scooter et vas-y. L'autre, ça l'a tellement surpris qu'il dit, bon, je suis là, pourquoi je vais me bagarrer? Il est fou celui-là. Et il est parti. Et je me dis, nous, on ferait exactement ça. On nous dit, bon, ben, vous avez perdu, c'est clair, c'est un tel qui va gagner, lui, il est pour le ministre, et machin. Et on donne les clés, d'où ça sort. Et qu'on se batte un peu, qu'on ait l'impression de se bagarrer. Si on prend des coups, on prendra des coups. Si on peut donner des coups, on donnera des coups. On ne va pas se laisser faire en disant, bah, ça y est, l'Institut de sondage, on dit que c'est cuit, on est cuit. C'est pas comme ça la vie. Donc, euh, moi, j'aime pas qu'on écrive l'histoire avant que je la vive. Je n'aime pas qu'on fasse des choix, qu'on m'impose ces choix. En général, d'ailleurs, j'ai plutôt tendance à faire exprès les choix qu'on n'attend pas que je fasse. Bon, bah voilà, qui donne quand même à espérer et pour le 30 et pour le 7. Parce que je vous rappelle, une grande philosophie qu'a démontré un grand philosophe du début du XXIe siècle qui s'appelait Lionel Jospin, qui a appris à ses dépens qu'il faut d'abord faire le combat du premier tour avant le combat du deuxième tour. Et ça, je pense qu'il y en a un paquet en ce moment qui ont tendance à l'oublier. Donc, quand je vous dis un choix, c'est premièrement, le choix, c'est d'aller voter. Et deuxièmement, c'est de considérer qu'un vote n'est pas l'expression d'une colère ponctuelle. Le vote, ça nous projette dans le futur. Quel futur on veut? Ça, chacun et chacune ici trouvera comment exprimer cette espérance. Voilà ce que j'ai à partager avec vous. Merci infiniment. Infiniment. J'ai été un peu long, pardon. On a 10 minutes de questions. Je suis à votre disposition. Bon, on commence bien sûr par la salle. Hein. Merci, AM. Je vais répondre à ta question. Moi qui enseigne l'histoire de la Shoah depuis 30 ans et qui enseigne l'antisémitisme. Christine est secrétaire générale de l'Association des professeurs d'histoire géo. Elle fait un travail incroyable sur la transmission de la mémoire, vraiment. D'ailleurs, vous avez raison de l'applaudir puisque la République l'a faite chevalier de l'ordre national du mérite. Elle va très prochainement recevoir cette distinction. Très méritée. Je ne travaille pas pour ça. Non, mais c'est bien que tu l'aies eu. Merci. Depuis 2016, j'enseigne dans un grand lycée très mixte socialement en banlieue parisienne, dans le 95. Et avant, j'ai enseigné 25 ans en Picardie, donc un territoire très différent. Le travail sur l'antisémitisme, moi, je ne vais pas le faire la semaine prochaine, parce que mes lycéens, ils sont en train de passer le bac. Par contre, je l'ai fait le 9 octobre et les jours suivants, parce que mes terminales sont les seules à me poser des questions.
Donc, j'ai fait un cours très anticipé sur le Proche-Orient, alors que ce n'était pas du tout dans le programme à ce moment-là. Et puis, dans la foulée, il fallait qu'ils comprennent ce que c'était que l'antisémitisme de manière précise. Donc, j'ai consacré 5 ou 6 heures. Et après, on a basculé sur l'histoire du nazisme. Ce que je voulais vous faire comprendre, c'est que la lutte contre l'antisémitisme et la lutte contre le racisme, ce sont des questions qui sont trop graves pour qu'on puisse traiter ça en 1 heure parce que le président l'a décidé à tel moment. C'est un travail de fond qu'on fait toute l'année. Donc, ça, on ne pourra pas résoudre ça parce que Emmanuel Macron a décidé que la semaine prochaine, il faudra en parler dans les écoles. Les élèves de collège, ils sont en train de réviser pour le brevet. Alors peut-être que mes collègues vont reprendre ça en les faisant réviser sur ce qu'ils ont appris dans le programme de troisième. À l'école élémentaire, il y a déjà du travail qui est fait. Et en fait, cette communication qui peut partir de bons sentiments, elle a un côté énervant. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle ne tient pas compte de tout le travail qu'on fait, tout le travail de fond. Qu'est-ce qu'ils entendent, les collègues qui font travailler leurs élèves pour le prix de l'analyse? En fait, le travail qu'ils font pendant l'année, ça compte pas. Qu'est-ce qu'ils comprennent, les collègues qui font travailler les élèves sur le racisme? Non, tu as raison. Alors, voilà. pardon, je t'interromps parce que ce que tu dis est très fort et très juste, mais c'est pas ce qui a été proposé au Conseil des ministres. Je le sais parce que avec ancien hiérarque socialiste, on a proposé ça. En fait, l'idée, c'est d'abord, tu remarqueras que il y a peu, quand on voit en proportion, peu de classes qui travaillent sur le prix et l'analyse. Peu. Sur le concours pour la résistance, aussi, quand on réfléchit, il y en a plus, et il y en a peu. Des profs comme toi, très investis, malheureusement, il y en a peu. Pourquoi? Pas parce que les profs ne veulent pas, parce que les profs ne peuvent pas. Et donc, là, maintenant, c'est pas à leur bon cœur, allez-y, faites-le. Ceux qui le font, celles et ceux qui le font, on leur dit bravo. Mais là, c'est juste une façon de réagir. Là, on a passé un cap. Il faut qu'on dise quelque chose collectivement. Alors, on pourrait manifester, mais enfin, je trouve que ça ne sert tellement plus à rien, manifester. En revanche, décider qu'il y a un moment commun, tous nos élèves, pour au moins dire quelque chose. Et tu as raison, en 1 heure, on ne fait pas changer l'état d'esprit. Mais au moins, on fait quelque chose qui est comme une sorte de coup d'arrêt. Ça, c'est bon, stop. Donc, rien ne vaut, par raison, rien ne vaut le travail de fond. Mais c'est pas parce que on peut pas avoir quelque chose d'extraordinaire qu'on va rejeter aussi ce qui est moins bien, mais qui est déjà beaucoup. Oui. Alors, j'ai une question en et après, ligne. le micro là, oui. Juste, on va en prendre une. Alors, monsieur le grand rabbin, oui, comment choisir entre un choix bon pour nous et mauvais pour les autres, ou un choix mauvais pour nous et bon pour les autres? Tout dépend qui sont les autres. Je pense que c'est la différence entre les membres de la communauté Moi, je juive et le pense reste que du pays. Ouais. c'est clair. Pour moi, un choix qui est bon pour la France est bon pour nous. Parce que chaque fois que la République est grande, forte, fidèle à elle-même, c'est très bon pour les Juifs. Parce que chaque fois que les Juifs ont été en mauvaise posture, c'est lorsque la République était faible ou elle était au sol. À l'époque de l'affaire Dreyfus, c'était tendu pour les Juifs que la République était bousculée. Elle a tenu bon et la place des Juifs s'est affermie. Quand la République a chuté en 40, la situation des Juifs était catastrophique. En fait, c'est simple, tout ce qui renforce la République renforce la situation pérenne et sereine des Juifs. Voilà. En lisant le Cantique des Cantiques, le verset 3, j'ai l'impression qu'il y a une opposition entre la raison et l'émotion. Si vous voulez, j'ai l'impression, après, que la polarisation qu'il y a résulterait plutôt du fait qu'on réagit plutôt par les émotions plutôt que par la raison. Est-ce que ça ne peut pas s'expliquer par justement un flux d'informations trop important? J'explique, après je C'est vrai. Parce qu'il y a des neuroscientifiques, il y a des théories chez les neuroscientifiques qui disent que à partir du moment où en fait, vous ne prenez pas de décision, à partir du moment où vous n'avez aucune émotion.
Donc, ça veut dire que pratiquement votre cerveau n'est pas capable de prendre une décision. Bon, voilà. Est-ce que ça résulterait d'un surplus d'informations et qu'en conséquence, on réagirait plus sur le biais de l'émotion? Et je me citerai un petit peu Pascal, je crois, qui disait le cœur a ses raisons que la raison n'a pas. Bon, alors, pardon, mais c'est un peu contradictoire. Si on dit qu'on ne choisit pas quand il n'y a pas d'émotion, on va dire qu'il y a trop d'émotions. Ou alors l'émotion tue l'émotion. Mais je pense que c'est une bonne piste. La réponse, pour moi, elle vient de Georges Braque, formidable, un artiste incroyable, qui a dit « J'aime la règle qui corrige l'émotion ». Qu'est-ce que ça veut dire la règle qui corrige l'émotion? C'est qu'on peut avoir des emportements. Il n'existe pas un pouvoir quel qu'il soit avec lequel on est d'accord 100%. Le seul pouvoir avec lequel on est d'accord 100%, c'est nous et encore. Mais on doit être capable de dépasser des émotions où, sur tel ou tel truc, on n'est pas d'accord, on aurait fait autrement, ça nous agace, pour voir la pérennité du système. Parce qu'au fond, en sociologie des organisations, la première leçon, c'est le but premier d'une organisation est la pérennisation de l'organisation. Donc le but premier d'un vote, c'est de faire en sorte que la France puisse continuer à nous offrir cette possibilité de vote, d'existence libre, citoyens libres, avec des citoyens de première zone, seconde zone, pas les uns contre les autres. Tous les systèmes qui montent les uns contre les autres, les riches contre les pauvres contre les riches, les uns contre les autres, les étrangers contre les Français de souche, même si je ne sais pas ce que c'est vraiment Français de souche. Bon, bref, tout ce qui segmente, oppose, pas la France. C'est pas compliqué. Le but premier d'une organisation est la pérennisation de l'organisation. Voilà la raison qu'on doit mettre devant nos émotions ponctuelles. Il y avait une question par là, je crois. Ah, oui, Madame Koubi, tiens. Là, Jean-François. Oui. Elle ne s'appelle plus Koubi maintenant. J'ai oublié comment elle s'appelle. Carsanti, bien sûr, Carsanti, enfin. Tu rappelles Bon, Koubi. j'ai une obligation de réserve en tant que haut fonctionnaire, mais je voulais quand même réagir en donnant un peu d'espoir quand même, puisque avant même le Conseil des ministres de ce matin, nous avons été chargés de diffuser, non d'infuser, de diffuser à destination des représentants du personnel, des comités CSE, comités économiques, un guide de sensibilisation et d'action pour lutter contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations. C'est un peu nouveau. Il s'agit de sensibiliser, de former des gens qui habituellement ne s'occupent pas tellement de ces sujets-là, mais ils sont prégnants dans les entreprises. Et je trouve que c'est un point assez novateur dans la lutte contre le séparatisme dont tous les préfets s'emparent et sont emparés depuis longtemps. Je trouve que c'est très juste comme, vraiment, c'est très juste comme remarque et je vais vous dire pourquoi. La pire des choses dans la démocratie, c'est ce que j'appelle externaliser les fonctions vitales. C'est-à-dire qu'on dit, les médecins vont s'occuper de ça. Les référents laïcité vont s'occuper de ça. Il y a partout des référents laïcité, ils vont s'occuper de ça. Ce qui fait que le management de l'école, de ce que vous voulez, ne s'en occupe pas. Moi, j'ai connu ça sur un travail de thèse que j'ai mené des années. Je me rendais compte que le management de l'institution sur laquelle je travaillais se désintéressait d'un problème gravissime en externalisant la question chez les médecins, que les docs s'en occupent. Mais ça fait que le commandement contrefoutait. Ah non, on ne peut pas dire contrefoutait. C'est le médecin, c'est à eux de voir. Et moi, j'ai fait en sorte que le commandement reprenne la main là-dessus. En fait, c'était la question du suicide. Et je l'ai pris sur le prisme du management, la gestion, ce qui est terrible. Mais j'ai pas pris le suicide sur un terme médical pour savoir pourquoi on a une pulsion suicidaire, pourquoi on fait ça. Non, non, ça, un autre travail. Moi, j'ai pris sur le management, la gestion. Comment on fait? Je suis parti d'une question simple pour ne pas externaliser cette question. Parti d'une question vraiment technique. Un militaire s'était suicidé à Kaboul. Et dans l'hôpital de Kaboul, il y avait un mur avec les photos de tous les militaires morts au combat.
Et ils se sont posé la question, est-ce qu'on met sa photo sur le mur ou pas? C'est ça. C'est pas pourquoi il s'est suicidé, comment il s'est suicidé, sa crise suicidaire, la méthode de suicide, rien de tout ça. En termes de gestion, on met sa photo ou pas? Alors, j'explique le choix qu'ils ont fait, j'explique donc que ça pose des questions, et c'est là que je démarre mon travail. En gros, chaque fois qu'on externalise une question, vraiment, c'est formidable d'avoir fait ça, parce que ça m'agaçait qu'on ait chaque fois. Moi, j'ai des problèmes à Paris, et je les Shabbat, les jours de fête, on dirait qu'ils font exprès. Première épreuve, Pessah, rattrapage, Shavuot. À la fin, ça devient agaçant. Alors, ils ont le calendrier juif dans la tête pour que ça tombe toujours comme ça. Donc, à un moment, je m'énerve, je fais un truc terrible à la radio en disant, écoutez, voilà, c'est pas compliqué. Cette université-là, quand on est juif pratiquant, pas juif, on ne peut pas y aller, juif pratiquant, on ne peut pas y aller. Voilà, c'est clair. Oh, la référente laïcité universitaire demandait à me voir. Total, elle n'a jamais rien pu faire pour après. Mais moi, je m'en fous de la référente laïcité. Je vous dis franchement, très sympathique, je m'en fous. C'est la responsabilité du président de l'université. Est-ce que ton université, oui ou non, considère que la laïcité, qui est, je vous rappelle, le respect de la liberté de pratique religieuse, est appliquée dans ta fac ou pas? Mais parce que c'est une forme d'externalisation qu'elle s'en occupe. Et là, cette diffusion de cette circulaire à l'ensemble des stakeholders, des partenaires, c'est une façon de responsabiliser l'ensemble de l'organisation. Dernière question, peut-être. Parce qu'il y a l'apéro, quand même. Voilà. Ah, voilà. Le micro arrive. La dernière question, la dernière séance de l'année. Oui. Merci. La question que je vais me poser d'ici le 30 juin est de savoir si le président de la République entend dire et être crédible qu'il va mettre en œuvre la Constitution. Parce que pour moi, ce qui nous rassemble ici, c'est la Constitution. Le drame de beaucoup, c'est qu'elle est mal et insuffisamment appliquée. Donc, c'est ça la question à laquelle je vais être attentif d'ici le 30 juin. Bon, j'ai pas les contacts que tu peux avoir avec le Conseil des ministres. Néanmoins, j'ai eu l'occasion de rencontrer... Le Conseil des ministres. Comment? J'ai eu aucun contact, j'ai lu une alerte. Non, avec des membres du Conseil des ministres. Donc, moi, je l'ai eu avec Sylvie Retailleau. Formidable. Et je l'ai invité à inviter Emmanuel Macron à se prononcer sur ce sujet. Alors, évidemment, c'est pas une question naïve. Hein. Non, alors, ma question ici, c'est de savoir, toi et nous tous, est-ce qu'on peut penser du bien de la Constitution avec ces quatre textes fondamentaux? Pardon. C'est de la cabale. C'est de là? C'est de la cabale. Personne ne sait quels sont les 4 textes fondamentaux de la Constitution auxquels tu fais allusion. Que je sais, en tout cas, c'est que j'ai rarement vu des présidents ne pas appliquer la Constitution parce que notre système qui est constitutionnel fait que le lendemain matin, le Conseil constitutionnel hurlerait comme c'est pas permis, et comme le Conseil constitutionnel n'hurle pas, c'est donc que la Constitution était respectée. Je ne vois pas pourquoi avoir un a priori sur le fait qu'il y aura un président qui ne respecterait pas la Constitution. La Constitution, elle tient depuis 1958, donc elle a tenu avec beaucoup de situations qui étaient plus ou moins prévues. En tout cas, elle a tenu. Je ne vois pas pourquoi la Constitution ne serait pas appliquée. C'est étrange, franchement, c'est étrange comme procès d'intention fait au président de ne pas respecter la Constitution. Parce que si à ce moment-là, il respecte. Oui, d'accord, mais une seconde, là, on dit article 13 et 11, mais tout le monde, le temps qu'ils voient sur leur. Tout le monde a la Constitution, le texte sur lui. Tout le monde a le texte sur lui, la Constitution. À la limite, tu me dirais ça dans la Bible. Tu me dis chapitre 13, verset 11, je vois à peu près le livre et je vois ce qu'il y a dedans, je vois à peu près. Mais dans la Constitution, tout le monde ne connaît pas. On connaît l'article 49-3 parce qu'on a passé son temps à l'utiliser. Mais
tout le monde ne connaît pas l'article 13, on parle même de l'article 16, on parle de plein de trucs. Il y a quand même, on est quand même pas une république bananière où un gouvernement ou un président transformerait les règles avec sa propre lecture. Il y a assez de barrières procédurales pour avoir confiance dans le système. Alors, si on n'a pas confiance dans le système, il faut aller en Corse, prendre le maquis, et là, après, on voit. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Déjà, on va prendre le maquis, on va prendre le maquis dans son lycée du 95, parce qu'au moins, c'est bien fait. On va. Non, je suis sérieux, c'est ma réponse. Je suis sérieux. Non, mais je suis sérieux. Non, non. Le président de Gaulle, il ne peut pas s'écarter de la Constitution, c'est lui qui a fait la Constitution. Donc, non, mais peu importe. Les constitutionnalistes interprètent ce texte, le font vivre, et il y a, de mon point de vue, on peut penser l'inverse, hein, il n'y a pas de risque d'inconstitutionnalité d'une décision des uns ou des autres. En revanche, et voilà, je vais conclure là-dessus, moi je crois que quand on a choisi ce terme de quoi, on va dire, c'était en fait une façon de dire les choix, à un moment, ça nous donne la possibilité d'espérer. Et que espérer, c'est ça, la vie. Pas s'enfermer dans quelque chose qu'on connaît, qu'on nous dit être déjà. Nous serions presque assignés à une évidence et politique, mais pas du tout. Et comme je sais que la Bible nous dit la chose suivante, Rabot, Machashavot, Belavish, Vaatsat Hashem Itakum. Traduit, ça sera ma conclusion ultime. Nombreuses sont les intentions dans le cœur de l'homme, et la volonté de Dieu seule s'accomplit. Voilà. Maintenant, allez voter. Oh, merci beaucoup pour ces cours de toute l'année et celui-ci aussi.